Marjorie va présenter avec moi sur ce segment. Alors, ça va être assez rapide. Le mandat qu'on nous a donné, c'était un petit 10 minutes pour introduire le panel. Moi, je me présente. Mon nom a été déjà évoqué à deux, trois reprises. Arnaud Diouf, je suis professeur en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Et je ne suis pas quelqu'un qui a une expertise en soins palliatifs. Moi, j'ai une expertise en développement et en mesure d'indicateurs de qualité ou de performance du système de santé. Fait que je me suis retrouvé avec ce chapeau-là dans ce projet, mais c'est ça, mon background n'est pas forcément en soins palliatifs. Fait que ce qu'on va faire rapidement, on a un petit 10 minutes. Oups, attendez, je cherche comment passer les diapos ici. Euh, je vais faire un petit pas en arrière pour introduire le panel. On a déjà vu ce que dit le rapport et ce que disent les entrevues. Marjorie va nous faire un petit résumé de quelques messages clés. Puis ensuite, moi, je vais revenir un peu sur l'expérience un peu plus large de ce projet de recherche et soulever quelques questions, quelques suggestions de discussion pour les panélistes. Fait que, Marjorie, je te laisse pour les deux prochaines. Oui, alors, quelques constats utiles. Comme on l'a dit en début, le portrait demeure partiel, puis je pense par les nombreux commentaires qu'on reçoit aussi, on voit qu'il y a un manque de données encore qui persiste là, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans les trajectoires de soins. Donc, on n'a aucune donnée des CHSLD, des maisons de soins palliatifs, des CLSC dans ce rapport-là. Et les autres établissements là, impliqués dans les soins de fin de vie, là, on parle mettons, des résidences pour personnes autonomes et tout ça. Donc, ce portrait, bien qu'il est partiel, ben, ça indique quand même certaines choses intéressantes comme le repérage précoce des patients qui pourraient bénéficier de soins palliatifs qui semble demeurer un défi important, là, particulièrement pour les patients atteints de maladies chroniques, donc de la trajectoire 2. Puis, l'augmentation des décès dans les soins palliatifs de 2002 à 2016 semble un avantage, c'est-à-dire tranquillement, pas vite, on renverse la tendance si on regarde en 2002, mais ça demeure quand même des références tardives avec des séjours de très courte durée là, en soins palliatifs. Donc, les 8 indicateurs pourraient être suivis par région. C'est un peu ce qu'on parlait là, quand on a montré les tableaux là, des régions. Ça pourrait être fait, puis obtenir un portrait de chaque région avec des analyses plus poussées là, pour expliquer un petit peu les raisons pourquoi dans telle région il y a plus de décès de tel endroit à tel autre endroit. Donc, ça serait probablement un beau projet à faire. L'inscription de ces indicateurs-là à discuter probablement avec l'INSPQ là, dans la plénière, avec la possibilité d'en ajouter, de les bonifier. Je pense qu'on en a entendu beaucoup de commentaires aussi de dire ben, il faudrait des indicateurs aussi pour la clientèle pédiatrique, il faudrait des indicateurs de qualité. Donc, ça pourrait être fait tout d'abord en les inscrivant, ces indicateurs-là, dans le plan national de surveillance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va explorer à la plénière. Et puis, comme tout le monde s'entend, d'autres études sont nécessaires là, pour dresser un portrait fiable parce qu'il n'est pas complet. Oui, merci. Donc, effectivement, l'accès aux données, on en parle depuis ce matin, c'est quelque chose qui est compliqué. Je voulais juste ramener ça dans un contexte plus large au Québec parce que l'enjeu de l'accès aux données, puis surtout ici, on parle des données médico-administratives, ça dépasse les soins palliatifs et de fin de vie. En tant que chercheur, nous, on a été confrontés au début de ce projet-là et on a commencé à en discuter au début de l'été 2018. Fait que ça commence déjà à remonter un petit peu. Et la raison pour laquelle on est allé avec un partenariat avec l'INSPQ, c'est parce que l'accès aux données en général est compliqué pour les chercheurs. Puis malgré le fait qu'on a fait une entente avec l'INSPQ et qu'on a pu aller de l'avant avec leur partenariat, ben, ça a quand même pris 3 ans avant que le rapport sorte. Puis ça, ce que ça a pour effet, ben, c'est sûr que on a fait un grand bond dans le temps. En 2018, les dernières données disponibles dataient de 2001. Et là, on arrive à 2016. Mais il reste qu'entre 2016 et maintenant, il y a toujours un petit gap à combler. Donc, on a fait un grand pas, mais il en reste encore un petit peu. Ça, c'est comment on pourrait avoir des données plus actuelles et plus proches de notre date
actuellement. Il y a aussi un éparpillement. Un éparpillement, l'INES a accès, l'INSPQ a accès, mais chacun est contraint par leur mission. Fait que pour aller chercher un panel plus large d'indicateurs et une vision plus complète, ben, c'est sûr qu'à chaque fois, on est confronté aux limites de chacun des organismes. Ça, c'est aussi un enjeu important. Pour les chercheurs, c'est sûr que depuis quelques années, il y a maintenant un guichet d'accès par l'Institut de la statistique du Québec, mais on est toujours soumis actuellement à la Commission d'accès à l'information, puis à une loi dont on parle régulièrement, qu'il faudrait qu'elle soit remise à jour, mais je ne vois pas ça venir je vois pas ça venir à court terme, parce que ça aussi, c'est un enjeu important. Puis peut-être que tout ça devrait nous amener vers d'autres pistes. Puis une en particulier que j'explore actuellement, chaque CIS a une DQUET, donc une direction de la qualité et de l'évaluation de la performance et de l'éthique, qui ont accès à des données pour chaque CIS et qui ont aussi des capacités d'analyse. C'est le genre de pistes éventuellement qu'on pourrait explorer. Puis tout ça, c'est sûr que c'est uniquement sur les données médico-administratives. Et on en a parlé abondamment depuis le début de la matinée. Ils ont des limites. On ne peut pas tout faire et tout évaluer, en particulier la qualité des soins. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres données, des données d'expérience de patients, des données de cohorte, éventuellement? Et tout ça, c'est des enjeux dont on pourrait parler ensuite. Oups, je me trompe. Une des recommandations fortes suite aux entrevues, puis je sais qu'il y a beaucoup de discussions en arrière actuellement entre plusieurs partenaires pour savoir comment on va faire émerger un observatoire national des soins de fin de vie. Puis pour alimenter la discussion, j'ai regardé un petit peu le projet, puis qu'est-ce qui en est ressorti, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la mission de cet observatoire. Et je pense que ça recoupe beaucoup ce qui est déjà en discussion, puis ce qui est déjà sur la table. Mais donc, le projet pourrait venir alimenter en tout cas quelques éléments de mission. La première chose, évidemment, on en a parlé, c'est les données. Comment est-ce qu'on est capable d'aller en chercher? Comment est-ce qu'on est capable de les rendre disponibles et de les regrouper? Puis ça, on l'a vu avec les entrevues que Marjorie a menées. Il y a 6 des recommandations qui parlent sur les données. Fait que clairement, ça devrait être dans la mission de l'Observatoire. Développement de partenariat, nous, dans notre expérience, on a été capable de développer un partenariat avec l'INSPQ, mais c'est un partenariat qui était pour un projet défini dans le temps, puis entre des individus et un organisme. Sûrement qu'un observatoire serait capable d'aller chercher des ententes à plus long terme et plus pérennes. La recherche aussi, ça faisait partie des recommandations suite à la consultation des experts. Aussi un enjeu dans la formation professionnelle et dans l'expertise, fait que l'observatoire pourrait sûrement être un lieu dans lequel l'expertise se développe et pourrait être transmise. Puis enfin, la diffusion et le transfert de connaissances. Nous, le rapport a été diffusé par l'INSPQ, mais on n'a pas tant de compétences et de pouvoir d'influence pour aller porter ça dans les médias, dans la vie publique, dans la vie politique. Et peut-être qu'un observatoire pourrait avoir ce rôle-là d'advocacy puis d'influence, de leadership. Quelques enjeux. Alors ça, pour développer un observatoire, on n'a pas tant d'exemples au Québec actuellement. Il y a des observatoires, il n'y en a pas énormément, mais on a quand même la chance en ce moment d'avoir l'Observatoire québécois sur la proche aidance qui est en développement. C'est ça que je regardais cet observatoire-là aller se développer, puis je me disais quel parallèle on peut faire avec un observatoire sur les soins palliatifs et de fin de vie. Le premier point, c'est le soutien politique. L'observatoire sur la proche aidance est venu avec une politique, avec un fort soutien d'élus. Est-ce que pour aller plus loin, on aurait besoin d'intéresser les élus? Est-ce que c'est nécessaire? Alors ça, c'est des questions que je pose évidemment à tout le monde qu'on développera dans le panel. Le financement. Qui va le financer et à quel niveau? C'est sûr qu'on ne veut pas une coquille vide, il faut que le financement soit assez important pour avoir des activités, mais aussi le financement de où il vient va soulever la question de l'indépendance et de savoir si les financeurs, quel droit de regard ils vont avoir sur les activités de l'observatoire, mais aussi sur la pérennité, parce que c'est sûr qu'un observatoire qui va être enchâssé dans une loi, par exemple, va avoir une pérennité sûrement plus forte qu'un observatoire financé par des fonds privés.
Le mandat, c'est sûr qu'il est à définir, puis j'ai amené quelques éléments dans la diapo précédente. La gouvernance et les partenaires. Ça, c'est une question évidemment qui est primordiale. Puis vous savez que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais actuellement, l'Observatoire québécois sur la prochaine justement, est en train de recruter des chercheurs pour être sur son comité de direction. Et c'est sûr que la composition de qui va diriger l'Observatoire, qui va être sur le comité de direction, va avoir une influence sur les activités. Fait que si on veut, par exemple, développer la recherche, il faut penser à impliquer des chercheurs sur le comité de direction. Et puis, enfin, je l'ai déjà un petit peu évoqué, quel niveau d'influence et quel levier. On l'a vu récemment avec l'Observatoire des tout petits qui vient de sortir un rapport sur l'état de la situation pour les tout petits au Québec et qui a été capable d'avoir une visibilité médiatique, d'interpeller les élus, d'interpeller la population. Fait que ça va être quoi les leviers d'un observatoire pour avoir de l'influence et pour tenir ce rôle vers des soins palliatifs de meilleure qualité. Et ça fait un peu le tour des réflexions que j'avais ce matin. J'espère que ça va mettre la table comme il faut pour la suite du panel. Fait que Marjorie, je te laisse aller pour la suite.